Cinquième partie, les aspects sociaux traités autour d'une entreprise de l'agroalimentaire, à savoir Galapagos. Une entreprise gérée par Christian Taccard et dont Christian Nodic nous dévoile et nous explique comment est géré le dialogue social. Alors, on vient de parler automobile, aéronautique, mécanique, puis on a un sujet qu'on n'a pas abordé quand même qui est important, c'est l'agroalimentaire. Je me tourne vers Christian Nodic. Vous avez un rôle un peu difficile parce que vous allez devoir parler en lieu et place de Christian Taccard. Alors Christian Taccard, vous nous l'écrirez, mais c'est les marques Locmaria, les Gavottes, les biscuits Gaillard, les pâtes Alpilla, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Plein de petites PME, d'ailleurs dans un groupe qui s'appelle Galapagos. Ça a un lien avec les différentes îles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il gère le dialogue social entre toutes ces entreprises, comment il fait migrer tout ça, comment ça marche? Juste un petit mot sur les fondamentaux. On a parlé tout à l'heure du tapis roulant, des tapis roulants, du tapis volant. Moi, je veux dire, l'agroalimentaire, c'est 9 milliards d'habitants à nourrir. Le tout dans la préservation de la durabilité de la ressource, qui n'est pas simple, et des équilibres territoriaux, ce qui correspond à ce que vous disiez tout à l'heure. Galapagos, effectivement, c'était une usine et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 personnes en 1990. Aujourd'hui, c'est 1000 personnes, 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30% à l'export et 18. C'est vrai que dans la logique de Christian, son esprit d'entreprise est celui à la fois de l'histoire des produits, de l'ancrage territorial des produits, et en même temps de porter ces produits vers une innovation qui va permettre de le vendre, pas simplement dans la localisation et de rester dans les locavores, mais à l'inverse, de le porter y compris au niveau international. Et pour faire ça, quand il reprend une usine, il doit à la fois faire participer ses salariés à l'intérêt global du groupe et à l'histoire de l'entreprise. Et donc, il a mis en place un certain nombre de choses. Christian est quelqu'un de très engagé dans la démarche de développement durable. Dès 1998, il a mis en place une lettre qu'il a appelée Locmedia, destinée à l'ensemble du personnel pour leur dire vers quelles aspirations il allait, vers quelle, éventuellement, entreprise il souhaitait faire un partenariat dont il savait très bien qu'in fine, ça aurait pu finir par une absorption, c'est au moins ce qu'il espérait, mais c'est vers ce type de démarche sur lequel il travaille. Il ne fait jamais... il ne s'empare jamais d'une entreprise. Il commence par faire un partenariat et voir s'ils sont capables de s'entendre. Voilà. Il a mis en place aussi, à l'intérieur de son entreprise, une enquête sociale pour voir un petit peu quelles étaient les aspirations, mais aussi les idées de ses salariés. Et on s'aperçoit qu'à l'intérieur d'une entreprise et des entreprises agroalimentaires, très souvent, les innovations viennent de nos salariés, de nos bases, comme nos pertes d'ailleurs en termes d'économie. Quand on fait une étude sur le gaspillage dont tout le monde parle aujourd'hui, moi je voudrais bien qu'on arrête de parler de gaspillage et qu'on parle d'optimisation, parce que déjà c'est une orientation nouvelle vers nos métiers. Eh bien, quand on commence à parler de gaspillage et que l'on passe à l'optimisation, on s'aperçoit que nos salariés sont capables de nous dire « Mais attendez, la hiérarchie intermédiaire, là, elle ne me dit pas ce que je dois faire, donc je ne comprends pas ce qu'il faut faire sur la chaîne, donc ça part à la benne. » Et le fait d'avoir mis en œuvre, excusez-moi, je suis un peu brutale, mais le fait d'avoir mis en œuvre tous ces systèmes de discussion à l'intérieur de l'entreprise fait que chaque salarié se sent quelque part responsable de faire remonter de l'information et son chef, sa hiérarchie intermédiaire ne l'accueille plus en lui disant « Écoute, c'est pas tes oignons, ça te regarde pas. » Non. Je dis « Ah, c'est peut-être une idée, je sais que je dois la faire remonter parce que c'est comme ça que mon entreprise raisonne. » Et effectivement, c'est comme ça, finalement, par ce respect réciproque, par cette mise en place de la charte de manager, de l'évolution à l'intérieur de l'entreprise, que Galapagos réussit à faire un groupe homogène. Je crois que vous avez parfaitement résumé. Quand je l'ai eu au téléphone, c'est exactement ce qu'il m'a dit. C'est formidable. Il y a autre chose qu'il m'a expliqué, c'est qu'il avait envie d'aller à l'exportation. Et pour les marchés asiatiques, je crois qu'il a eu une démarche un peu particulière. Il s'est mis d'accord avec ses concurrents. C'est un petit peu ça. Alors, oui, juste avant, je voudrais dire aussi un mot que vous avez employé tout à l'heure sur la migration des savoir-faire à l'intérieur des différentes usines. Il dit, il y a un mot, c'est l'adaptation selon Darwin.
pour donner une cohérence et une durabilité. Juste, je voulais le dire parce que ça me paraît important. C'est vrai qu'il y a 2 écoles et celle-là est importante. Alors, sur les marchés asiatiques, oui. Quand vous faites des gavottes, le prix unitaire d'une gavotte, le prix unitaire d'un paquet de gavottes, c'est pas le prix d'un Boeing ou, excusez-moi, d'un Airbus. J'ai fait une gaffe. Il faut véritablement pouvoir payer le transport et il faut véritablement... Et là, on s'aperçoit que l'association, soit par la complémentarité, la concurrence c'est une chose, mais souvent la complémentarité est souvent un bon profil. C'est-à-dire que si vous trouvez par exemple sur le Japon, sur la Corée du Sud, qui aujourd'hui est quand même un gros client pour l'agroalimentaire français, sur des pays comme la Thaïlande ou même sur la Chine, si vous trouvez demain un bon commercial, si vous devez le payer tout seul, même quand vous faites 220 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des gavottes, c'est pas évident. Si à l'inverse, vous arrivez à faire, allez, on va dire, un conteneur par semaine plutôt qu'un conteneur tous les 6 mois, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Et là, effectivement, vous pouvez travailler peut-être avec vos concurrents pour faire, pourquoi pas, du façonnage sur des spécificités. Et à ce moment-là, vous essayez de trouver une marque commune pour pouvoir le vendre dans ce pays, pour qu'il n'y ait qu'une seule entité qui soit reconnue, une seule identité. Ou bien, vous trouvez une complémentarité au niveau, pourquoi pas, la gavotte au chocolat avec le café breton, c'est pas mal du tout. Ou avec le Meu Cola ou le Bresse Cola, c'est pas mal du tout. Voilà. Et je suis désolée parce que je suis persuadée que s'il avait été là, Christian, vous seriez tous, on s'entendrait même plus, vous seriez tous en train de goûter les gavottes aux différents parfums. C'est ce qui était prévu, c'est ce qui était prévu. Mais effectivement, j'en veux pour exemple qu'il a été le premier à initier, avec un groupement d'employeurs et 4 autres entreprises, un poste d'export au Japon pour pouvoir effectivement inciter l'exportation japonaise, inciter les entrepreneurs bretons à l'exportation vers le Japon. Et c'est important pour lui. Il s'est par exemple rapproché du groupe Norak, avec le groupe Norak qui est plus particulièrement spécialisé, peut-être plus sur tout ce qui est boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, et lui plus sur la biscuiterie. Et finalement, à eux deux, ont une force considérable pour pouvoir exporter aujourd'hui. Mais c'est lui qui a amorcé cette idée de groupement d'employeurs et de post-export. Lorsqu'il a été suffisamment grand, il a dit ben maintenant, allez, je vais essayer de trouver d'autres gens. Et lui, il développe son propre export sur les États-Unis, sur le Japon et sur bien d'autres régions. 30% de son chiffre d'affaires à l'export, dans l'agroalimentaire, c'est pas mal. Et il tient à garder le côté territoire. Est-ce que le mot délocalisation, c'est tabou chez lui? Alors, d'abord, on est dans des métiers, l'agroalimentaire, où la délocalisation, c'est pas si simple que ça. D'abord parce qu'on est très lié territorialement à la matière première, territorialement à l'agriculture et territorialement à l'histoire même des recettes et de l'image française. Vous trouvez dans les entreprises agroalimentaires aussi bien le docteur vétérinaire que l'ingénieur qualité, mais que aussi le chef cuistot, qui fait partie de la cellule de recherche. Et vous avez aussi à la base tout ça qui doit être adapté dans une recette faisable et réalisable. Donc, l'agroalimentaire est quand même quelque chose qui ne délocalise pas. Alors, c'est d'ailleurs, et on est la première région agroalimentaire de France. Jean-René Buisson vous dirait d'ailleurs que l'agroalimentaire est aujourd'hui une force exportatrice pour la France. On a perdu notre première place dans la balance commerciale. On se l'est fait un peu piquer par les Allemands, c'est dommage. Mais il est grand temps qu'on retrouve là aussi notre dynamisme et notre force commerciale et la valeur de l'agroalimentaire et qu'on arrête de nous taper sur la tronche pour nous traiter d'empoisonneurs. Je suis désolée, il faut le dire, mais que de temps en temps on dise aussi ce qui va bien, ce qu'on sait faire et tous nos savoir-faire. C'est quand même le deuxième secteur employeur français, hein, l'agroalimentaire. J'avais juste une dernière question de 2 secondes. Comment on dit gavotte en chinois? Ah, c'est une colle. Je suppose qu'ils disent gavotte. Ouais, parce que la gavotte, c'est beaucoup de choses. Et contrairement à ce qu'on pense, la gavotte, ce n'est pas breton. La gavotte, ça vient du sud et de la région de la Camargue.